vraiment désolée de ce contretemps. Il y a eu un quiproquo. Apparemment, c'est qu'un Anne. Oui, 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 oui. Euh, On a bien. euh, Merci à vous. Voilà, d'accord. Alors, sans trop tarder, on a trop tardé. Oui, Pour aller plus vite, je vous souhaite la bienvenue, chers merci médecins beaucoup. spécialistes. Nous avons choisi pour cette formation particulièrement les spécialistes en endocrino, en chirurgie, et on a oublié la médecine nucléaire. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié les champs de la spécialité et l'ORL. معليش نعاودها Bon. لكم une autre fois. Oui, avec grand plaisir. Nous aborderons l'irathérapie dans le cancer thyroïdien différencié et je laisse la parole au professeur Khalifa, que je remercie énormément. Professeur Khalifa Oui. m'a même transmis sa communication. Je la remercie doublement. Professeur, allez-y. Je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup, docteur Gougam. Je vous remercie et je souhaite la bienvenue à tous les participants de cette petite session. Je vais essayer d'être assez brève, bien que le sujet soit très intéressant, qui est celui de traiter le cancer différencié de la thyroïde par irathérapie iode radioactif iode 131. Alors, voilà le plan que je propose. On va faire une petite introduction. Quel est le traitement initial de ce cancer thyroïdien différencié, ses facteurs histopronostiques, quelles sont les contre-indications à traiter par l'iode 131, quelles sont les indications, le but et l'objectif de ce traitement, comment est-ce qu'il se fait, comment surveiller ces cancers thyroïdiens différenciés. On va terminer par 3 cas cliniques intéressants et on va ensuite conclure. Alors, le cancer thyroïdien différencié, c'est un cancer qui est à la fois fréquent et rare. Pourquoi je dis fréquent? Parce que c'est le cancer le plus fréquent sur le plan endocrinien. Par contre, il est rare parce qu'il ne représente que 1% de l'ensemble des cancers. C'est un cancer qu'on est en train de voir en augmentation dans le monde et même en Algérie. On en a beaucoup de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous sommes en train de détecter des cancers infracentimétriques qu'on appelle les microcarcinomes. Il y a en plus de cela des avancées échographiques indéniables, des avancées en cytologie, en dépistage, qui fait que de plus en plus, nous avons des cancers thyroïdiens différenciés en incidence élevée. Donc, c'est un cancer qui est de très bon pronostic avec une survie supérieure à 10 ans à 80-90% des cas. Donc, très souvent, vous allez avoir des cancers qui évoluent très, très lentement. Même sans traitement, on va recevoir des patients qui vont venir à un stade métastatique, qui ont survécu pendant longtemps. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que donc on lui attribue donc que ce cancer est vraiment donc de très bon pronostic. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui qui me rature mon écran comme ça. Donc, quel est le traitement initial du cancer thyroïdien différencié? Donc, on va commencer par l'opérer, faire une thyroïdectomie totale, enlever toute la thyroïde. Mais il faut savoir qu'actuellement, on est en train de faire ce qu'on appelle une désescalade. Désescalade. On fait des lobectomies. On fait même des surveillances de ce type de cancer. Mais en Algérie, ce qu'on fait, on enlève toute la thyroïde. Et on complète, oui ou non, par un curage ganglionnaire, en tout cas central. On enlève les ganglions du compartiment central. Et qu'on appelle pour faire un staging, c'est-à-dire pour avoir le N. Et il faut savoir que ensuite, après cette thyroïdectomie totale et ce curage ganglionnaire, on va mettre le patient sous traitement substitutif, puisqu'il n'a plus d'hormone thyroïdienne, donc on va lui donner de la lévothyroxine, donc du lévothyrox, et freinateur, donc on va donner une posologie de lévothyrox assez élevée pour freiner les cellules thyroïdiennes et les empêcher donc de se développer. Une fois qu'on a fait la chirurgie avec ou sans curage et qu'on a donné donc de la lévothyroxine, on va ensuite compléter notre traitement par l'irathérapie. Vous savez que dans l'idéal, il faudrait faire cette irathérapie dans les 4 à 6 semaines après la chirurgie.
Alors, l'étude anapath est très importante une fois la chirurgie pour voir le type histologique. Est-ce qu'on est face à un cancer bien différencié, papillaire, vésiculaire, pur ou de variante? Est-ce qu'il y a une effraction de la capsule de la thyroïde? Est-ce qu'on a des emboles vasculaires? Est-ce qu'on a des ganglions qui sont atteints? Combien y en a-t-il? Quelle était leur taille? Est-ce qu'il y a une effraction capsulaire du ganglion? À partir de là, nous allons pouvoir classer notre cancer en classification TNM. T pour la taille, N pour l'atteinte ganglionnaire, M pour l'atteinte métastatique. Voici la classification TNM de 2017 que vous voyez sur le côté droit. Pardon. Oula. Voilà. Donc, vous voyez ici, donc T1, en général, nous allons avoir en grande majorité des T1, des TB, donc des cancers donc, classés T1, TB, très bon pronostic. Ensuite, vous avez le T2 quand la taille est supérieure à 2 cm, inférieure ou égale à 4. T3, et là, vous allez avoir supérieur à 4 cm. T3A avec extension microscopique, extrathyroïdienne, T3B avec extension macroscopique. Et ensuite, vous allez avoir l'atteinte ganglionnaire ici, centrale N1A, latérale N1B, l'atteinte métastatique vers la fin, il n'y a pas d'atteinte métastatique ou il y a des métastases à distance. Ensuite, nous allons pouvoir classer nos patients en stade 1, 2, 3 et 4. Les facteurs histopronostiques sont très importants dans le cancer thyroïdien différencié après l'avoir opéré pour pouvoir donc nous donner de l'iode ou pas, parce qu'il faut savoir que maintenant, on donne de moins en moins d'iode pour certains types de cancers. Donc, cette prise en charge de ces cancers va dépendre du risque de mortalité et de récidive qui sont liés aux patients, le sexe masculin, l'âge supérieur à 55 ans, lié à la tumeur, quel est le type histologique, parce qu'on est en face d'un cancer qui est bien différencié, peu différencié, de variantes, quelle est sa taille, quelle est son extension extrathyroïdienne, lié à l'extension locorégionale, y a-t-il des ganglions ou pas, à distance, y a-t-il des métastases pulmonaires, osseux, lié à la qualité et aux modalités du geste chirurgical, est-ce que le chirurgien a eu du mal à enlever ce cancer, lié à la génétique, ça c'est quelque chose qui ne se fait pas chez nous, mais c'est un paramètre à intégrer dans le traitement d'un cancer thyroïdien différencié. À partir de là, nous allons pouvoir classer notre cancer en faible risque, risque intermédiaire ou risque élevé. Ce n'est qu'à partir de là que nous allons commencer à envisager notre traitement à l'iode 131. La contre-indication absolue de cette irathérapie, de cette iode 131, c'est bien évidemment la grossesse et l'allaitement qui doit être définitif. C'est un produit radioactif, donc il passe dans le lait maternel, il faudra l'arrêter. Relatives et contre-indications, ce sont des gens qui ont des dysphagies, des sténoses œsophagiennes, parce que c'est un traitement qu'on va donner par voie orale. Est-ce que le malade est en insuffisance rénale, en incontinence urinaire? Est-ce qu'il a pris, il a fait un scanner avec injection de produits de contraste, donc qui va interférer avec la prise d'iode, et perte de l'autonomie. Donc, il y a un certain nombre de contre-indications relatives. Alors, l'iode 131, vous savez qu'il a été donné, ça fait maintenant plus de 80 ans. Le père donc de cette irathérapie, c'est Monsieur Sol Hertz, donc aux États-Unis, qui a été le premier à l'avoir utilisé dans l'hyperthyroïdie, avec cette nouvelle notion qu'on appelle théranostic. Vous avez vu, thérapie, nostic, diagnostic, parce qu'avec l'iode 131, on fait à la fois du diagnostic, vous allez voir tout à l'heure lorsqu'on fait un balayage, et on fait de la thérapie parce que c'est une molécule qui va émettre des rayonnements bêta de 606 keV et ce sont ces rayonnements qui vont avoir un effet thérapeutique à l'intérieur de la cellule thyroïdienne. Il va avoir donc l'iode 131 un rayonnement gamma de 364 keV qui va nous donner donc l'imagerie, le gamma pour l'imagerie, le bêta pour l'effet thérapeutique. Le parcours de ce rayonnement est très petit, il est de 0,8 mm, c'est pour cela qu'il va uniquement traiter la thyroïde qui est de petite taille. Et la période de l'iode 131, c'est 8 jours. Il va nous permettre de donner donc un effet prolongé donc, de cette irathérapie. Donc, on a vu les indications pour les faibles risques. Maintenant, on est en train de parler de désescalade, de controverse. Il n'y a pas vraiment lieu de donner de l'iode
pour des faibles risques, des T1A et même des T1B, sans atteinte ganglionnaire ni quoi que ce soit, parce qu'on a vu et les études ont montré que le fait de les opérer seulement, cela suffit. Et même le fait de les surveiller maintenant sans les opérer, cela suffit, parce que le cancer évolue très, très lentement. Cependant, en Algérie, nous n'avons pas encore de consensus clair sur ce plan-là, et donc nous continuons à donner de l'iode à des faibles activités. Pour les risques intermédiaires, les T2, avec on ne sait pas s'il y a une atteinte ganglionnaire, on va aussi donner, on les appelle les risques intermédiaires. Et pour les risques élevés, les T3, les T4, l'atteinte ganglionnaire, la chirurgie incomplète, là, l'indication est obligatoire. Vous avez ici, par exemple, les sociétés françaises et leurs indications. Vous voyez donc pas d'indication à l'iode pour les T1A, les activités faibles pour les faibles risques, les 100 millicuries et plus pour donc les cancers classés au risque. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, on va bien informer le patient, on va lui dire il y a probablement des effets secondaires et on va lui donner les moyens de radioprotection. Donc, il s'agit de donner une gélule par voie orale sous couvert d'une hospitalisation en chambre plombée. Le patient, il doit être à jeun, comme ça, on va avoir une absorption totale donc, de la gélule. On va lui demander de ne pas prendre, donc, de faire des examens à base de produits de contraste iodés comme les scanners, etc. On va préconiser une alimentation pauvre en iode et le malade va être mis ce qu'on appelle en stimulation endogène ou exogène. On va le mettre en hypothyroïdie, comme si on allait un peu piéger les cellules thyroïdiennes. Les cellules thyroïdiennes, pour fabriquer des hormones thyroïdiennes, ont besoin d'iode. On va mettre le patient en hypothyroïdie. L'iode, les cellules vont capter cet iode en pensant que c'est un iode pour fabriquer ces hormones, mais en fait, c'est un iode radioactif et il va détruire donc la cellule thyroïdienne. On va demander donc au patient d'arrêter son lévothyroxine pendant 4 semaines. On appelle ça une stimulation endogène de la TSH. Ou bien, on peut juste injecter ce que vous voyez là, les 2 flacons, c'est de la TSH recombinante. On injecte cette TSH recombinante. Je vais vous arrêter une seconde. Dites-moi. Dites-moi, les participants, est-ce qu'il y a le son? Est-ce que l'un de vous a le son? Parce que moi, je l'ai. Normalement, si je l'ai, c'est que vous l'avez. J'ai le son normal. Donc, ceux qui n'ont pas de son, cherchez comment régler votre problème sur votre appareil. D'accord? Au lieu d'écrire Agda. Merci beaucoup, professeur Simhili Ketpata. Donc, je parlais de stimulation de la TSH endogène ou exogène. Donc, on va demander au patient d'être en hypothyroïdie pour pouvoir capter cette iode et donc traiter le reliquat thyroïdien, qu'il y ait ou non un cancer dans cette thyroïde. Notre but, c'est de détruire tout reliquat thyroïdien sain ou pathologique. L'activité à administrer pendant longtemps, donc on a donné du 100 millicuries. Maintenant, pour les faibles risques, on donne du 30, du 50. Et pour les métastatiques, on donne des activités à 150, 200 millicuries avec des cures qu'on appelle itératives, c'est-à-dire tous les 6-9 mois, on va donner de l'iode jusqu'à détruire toutes ces métastases qui donc sont donc si vous voulez, donc un développement du cancer de la thyroïde à distance. Bien sûr, il y a une radioprotection qui doit être faite pour le malade et pour son environnement. On va lui demander de boire régulièrement de l'eau pour éliminer, parce que c'est un produit qui s'élimine par voie urinaire, donc favoriser la diurèse. Et on va demander également de prendre des laxatifs parce qu'ils s'éliminent également donc au niveau du côlon pour diminuer cette irradiation et donc nous permettre ensuite, nous, quand on va faire le balayage dans les 5 jours qui suivent, de mieux voir donc la région abdominale. Et on va dire aux femmes qui sont en âge de procréer, donc d'éviter toute grossesse dans les 6 à 8 mois qui vont suivre cette irathérapie. Donc, la radioprotection de la famille, de l'environnement, on va au départ donc garder le malade en chambre isolée ici au service pendant 2-3 jours. En général, c'est 3 jours, pas plus. Et ensuite, le patient est invité à sortir en faisant attention donc
donc à ne pas rester auprès des femmes qui sont enceintes, auprès des enfants et même rester dans une chambre seule, isolée pendant au moins une semaine, donc loin donc du conjoint. Les effets secondaires sont minimes, les nausées, parce que donc le maladie il est à jeun, donc ça peut lui donner quelques nausées. On peut lui donner des antalgiques et si besoin des corticoïdes. On peut avoir donc des agueusies, une hypersalivation. On va préconiser des bonbons, des chewing-gums, du jus de citron, etc. Vraiment, ce sont des effets secondaires qui vont vite disparaître. Alors après donc avoir donné cette activité, le malade est invité à sortir, rentrer chez lui. On lui demande de revenir dans les 5 jours qui suivent l'hospitalisation pour faire ce comme vous voulez. Vous voyez là, un balayage. Donc, un balayage post-thérapeutique. Bien sûr, avant donc d'hospitaliser le malade, il y a lieu de faire un dosage de la thyroglobuline, qui est un marqueur donc, tumoral, et la TSH. Donc, on doit nous assurer que le patient était effectivement en hypothyroïdie. Donc, la TSH doit être élevée. Donc, quels sont les buts de cette iode 131? On appelle cela un but ablatif, donc pour les faibles risques, avec des activités faibles, détruire ce reliquat thyroïdien que vous voyez là au niveau cervical et permettre de suivre le malade par la thyroglobuline qui doit être indétectable à zéro. Le deuxième but, c'est le traitement adjuvant. Ce sont les risques un peu intermédiaires. Donc, détruit une maladie résiduelle microscopique et améliore la survie globale et sans récidive. Et enfin, le dernier but, c'est le but thérapeutique. Vous voyez ici plusieurs reliquats thyroïdiens, des ganglions et une atteinte pulmonaire, une fixation pulmonaire bilatérale. Donc, on est face à une patiente métastatique et l'iode est en train de faire son effet. Voilà notre service donc d'irathérapie. Nous avons donc quatre chambres, donc possibilité d'hospitalisation de 16 patients par semaine, double lit ici, voilà la chambre plombée, et ici donc une gélule qui est à l'intérieur. Le patient va décapsuler et il va boire sa gélule tout simplement. C'est vraiment quelque chose de facile. Hein. Donc, comment on fait à Beblouet? Donc, pour les faibles risques, ce qui se fait à l'étranger, c'est 30 millicuries. Nous, on donne 50 millicuries. Pour les risques intermédiaires, 100 et 150. Et pour les risques élevés, donc nous, on va jusqu'à 200, donc des activités fortes pour traiter nos patients. 3 mois après avoir donné de l'iode, on fait donc un examen de notre patient, palpation cervicale, on fait un bilan thyroïdien, on s'assure que la TSH est freinée et basse parce qu'on a remis le patient sous traitement sous lévothyroxine et on va doser la thyroglobuline qui doit être indétectable. Toute augmentation de cette thyroglobuline signifie qu'on est face à un tissu thyroïdien et donc on doit faire d'autres examens complémentaires. À 9 mois après cette première hospitalisation, on va demander au malade d'arrêter une deuxième fois le lévothyrox pendant 4 semaines et on va doser la thyroglobuline. Si elle est indétectable, le patient est considéré guéri en rémission. Si elle est élevée au-delà de 10 nanogrammes, nous sommes face à une maladie résiduelle, auquel cas il faudra probablement donner encore de l'iode. Allez, on passe à nos cas cliniques. Il y en a 3 et on termine. C'est un patient âgé de 34 ans qui est opéré pour un carcinome papillaire de la thyroïde, classé faible risque T1B NXMX, donc il n'a pas fait de curage NX, je ne sais pas s'il y a une atteinte ganglionnaire, mais on l'a considéré comme un faible risque. On a donné une activité de 46 millicuries sous TSH recombinante. On voit que le malade ici, il était en hypothyroïdie, TSH à 50, et la TG est diminuée à 2 nanogrammes. Vous voyez une fixation au niveau cervical. Le malade n'est pas très bien préparé. On voit ici son côlon et sa vessie. Alors, actuellement, à Bebloued, nous avons ce qu'on appelle des imageries hybrides, c'est-à-dire des gamma caméras qui sont couplées à des scanners. Et cette fixation qu'on avait vue au-dessus ici, cette fixation au niveau cervical, eh bien, le scanner va me permettre de dire qu'on est face à un reliquat. On peut savoir si c'est un reliquat ou une adénopathie. Donc, nous sommes face à un reliquat et c'est un malade qui a très bien récupéré. Il est en rémission vers donc 9 mois. Deuxième cas clinique, c'est une patiente de 24 ans qui a présenté à l'échographie, donc qui présentait un goitre nodulaire et une adénopathie.
L'échographie, c'est un nodule totolobaire droit, hyperéchogène, contenant des macrocalcifications. La cytoponction était bêta 5, donc maligne. Donc, elle a subi une thyroïdectomie totale et un curage ganglionnaire. Et l'anapathe, c'était un carcinome papillaire de la thyroïde. Vous voyez, il n'est pas pur, il y a une variante. La taille, quand même, elle est importante à 47 mm. Il y a un ganglion qui était atteint sur 22 qui ont été enlevés. Malade classé T3A, N1B, MX. Donc, nous sommes face à un patient intermédiaire. On a donné une activité de 100 millicuries. La TSG était à 40 nanogrammes. Il était donc en hypothyroïdie. Notre patient était en hypothyroïdie. Et vous voyez le balayage qui montre deux foyers de fixation ici au niveau cervical de l'iode 131. Là, on a l'estomac, la vessie. Il y a une petite fixation à ce niveau-là, au niveau postérieur. Ça, c'est une vue antérieure et là, une vue postérieure. Et le scanner ici encore va nous permettre de dire que ces deux fixations au niveau cervical, ça, c'est un reliquat, que la deuxième, c'est une adénopathie, et que la troisième, eh bien, on était face à un micronodule pulmonaire et nous avons reclassé, grâce à ce balayage post-thérapeutique, nous avons reclassé notre patiente en M1 métastatique. C'est une patiente qui doit bénéficier encore d'une cure d'iode. Notre dernier cas clinique, 52 ans, c'est une patiente qui a subi une lobectomie droite. On lui a enlevé il y a 21 ans son lobe droit. Et l'anapathe, c'était un carcinome papillaire de la thyroïde de variante vésiculaire. Cette patiente ne s'est pas présentée pour une totalisation chirurgicale. On ne lui a pas enlevé le deuxième lobe. Elle revient après 21 ans avec une douleur du bassin. On fait un scanner, on retrouve qu'il y a un processus du cotyle et de la branche ischio-pubienne. On biopsie cette masse au niveau du bassin. On est face à une métastase d'un carcinome vésiculaire de la thyroïde. Le taux de TG est à 5870, c'est-à-dire que nous sommes face à une patiente qui a une métastase au niveau du bassin. On va donner une activité de 150 millicuries et voici son balayage. Donc, on voit un reliquat au niveau cervical, il y a une fixation à ce niveau-là. Est-ce qu'on est, c'est une vessie parce que c'est un traceur qui s'élimine par voie urinaire ou bien c'est autre chose? Grâce au scanner, on voit que la fixation siège au niveau de la région du cotyle ou de l'acétabulum droit. C'est une volumineuse, donc métastase que vous voyez là. Donc, c'est une patiente qui va continuer à bénéficier donc de l'iode. En conclusion, le cancer différencié de la thyroïde, une prise en charge qui est multidisciplinaire. Il y a des endocrinologues, des anapathes, des médecins nucléaires, des chirurgiens. Cette irathérapie, c'est un traitement qui est incontournable dans le traitement et doit toujours être individualisé. Vous avez vu, ça dépend. On a un faible risque, un risque intermédiaire, une métastatique. Donc, l'activité va être modulée. Ailleurs, il y a une désescalade qui se fait. On donne plus de l'iode pour les faibles risques, mais ça doit être évalué dans notre pays avec nos propres pratiques. Pour les faibles risques jusqu'à présent, nous avons adopté pour une activité de 50. Pour les risques élevés, nous avons favorisé des fortes activités jusqu'à 200. Et on doit absolument suivre nos patients après leur avoir administré de l'iode pour détecter les récidives. Je vous remercie. Merci, professeur, mais on n'arrête pas ici. C'est vrai que j'avais dit que c'était un jeudi, que les gens n'étaient pas... Mais bon, je retire ce que je dis. OK. Dites-moi, est-ce que cette irathérapie se fait à tous les niveaux, Alors sur le voilà. plan national? Alors, on a un véritable problème actuellement. Il n'y a pas beaucoup de services de médecine nucléaire, effectivement. Donc, à Alger, je vous dis, il y a donc l'hôpital de Bebloued. Il y a des unités, donc au centre Pierre-Marie Curie, une unité d'endocrino qui le fait. Il y a aussi l'unité de Bollorène. Et il y a, c'est tout, donc à Alger. Ensuite, il y a à Tlemcen, à Constantine, il n'y a pas. À Annaba maintenant, à Ouargla, il n'y a pas. Donc, c'est tout. Ce qui fait que nous avons quand même, C'est-tu عندهم c'est-tu non, Mekench. Ce qui fait que nous sommes un centre qui recueillons énormément de patients et on n'arrive pas toujours à répondre à la demande, Est-ce que malheureusement. vous avez, quel est le pourcentage à peu près des patients Vous ne pouvez pas imaginer, pour la vous ne pouvez pas imaginer.
Ah Vous ne bon? pouvez pas imaginer. Alors nous, ce qu'on fait, on essaye un petit peu de voir ceux qui vraiment nécessitent. D'abord, la sectorisation. Au début, on avait commencé. Est-ce qu'on a le droit de refuser un patient qui vient de l'Est, de l'Ouest? Là, c'est un peu difficile. Des fois, vous savez, quand eux sont surpassés, des fois, on prend très souvent ces patients, surtout si des jeunes. Vous savez, des fois, il y a des enfants. Donc, on peut pas, on n'est pas insensible à cela. On est obligé de les prendre. Et vous avez les métastatiques. Donc on commence toujours par ceux qui sont classés au risque. Et ensuite, on a les autres, les T1A, les T1B dont je parlais, les faibles risques. Et d'où ce sont eux qui nous posent problème. D'abord, le malade en lui-même, quand il sait qu'il a un cancer de la thyroïde, a très peur. Oui. Et ensuite, les endocrinos, donc on devrait quand même avoir, si vous voulez, donc une sorte de consensus national pour ces cancers de la thyroïde, justement, pour permettre de dire, voilà, donc chez nous, on ne doit plus donner. Mais il faut évaluer nos pratiques. On ne peut pas appliquer ce qui se fait ailleurs parce que c'est tout le monde qui opère la thyroïde. Il va y avoir des chirurgiens ORL à l'intérieur du pays, des gens qui sont spécialisés, des gens qui ne le sont pas, ils sont moins. Donc vous voyez, des fois, on est obligé de compléter le travail du chirurgien, entre guillemets, avec Il n'y a pas donc les réunions pluridisciplinaires par rapport comme ça se fait pour le cancer du sein, le cancer nous, on en avait de une. la vessie, le cancer Oui. Est-ce Il y qu'il a y a pas... il y a des RCP, mais par exemple, la Baboulotte, on en avait une, effectivement. Donc, on a arrêté, mais nous avons une réunion qui se fait dans notre service régulièrement pour ces patients-là. On fait des colloques toutes les semaines pour nos malades. Mais il devrait y avoir des réunions pluridisciplinaires à l'échelle nationale. D'accord? Et moi, je trouverais que ce serait très intéressant de pouvoir, à chaque fois qu'il y a un cancer de la thyroïde, l'intégrer dans une plateforme et pouvoir le discuter avec des référents, Ouais. etc. Parce que les référents, ce sont eux qui y manquent, effectivement. Donc vous êtes, si je comprends bien, vous êtes à peu près 5 référents. Oui, Allah يبارك. oui. J'aimerais Euh, bien que les participants qui sont mieux qualifiés que moi, qui sont spécialistes, posent leurs questions. On a une seule question ici, de alors, Tissimsi. alors, je vais la chercher. Allez-y vers le bas, 14h14. Oui, alors, non, l'objectif, c'est en fonction du niveau de risque de cancer. C'est ça, la question? Il y Alors, a une... معليش بداي بهذه ما تدخلي الأخرى. Alors, l'objectif est en fonction du niveau de risque du cancer. Non, en fait, les objectifs de l'irathérapie, c'est une chose. Quel est le but de l'irathérapie? D'accord. C'est une chose. Traiter, donc un objectif ablatif, un objectif thérapeutique, etc. Maintenant, l'indication, est-ce que ce patient, devrait lui donner de l'iode ou pas? Oui, c'est en fonction du niveau de risque. Mais actuellement, ce que je suis en train de vous dire, les recommandations internationales pour les faibles risques ou très faibles risques, on ne leur donne plus de l'iode. Mais chez nous, en Algérie, il n'y a pas de consensus. On ne peut pas, nous, aujourd'hui, calquer nos recommandations sur des recommandations internationales. Parce qu'ailleurs, quand on a un cancer de la thyroïde, il est opéré, donc il est diagnostiqué donc, sur une cytoponction. Il est opéré par un référent, quelqu'un qui fait de la chirurgie carcinologique, quelqu'un qui pourrait faire un curage. Or, nous, c'est tout le monde qui opère. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire, je vais pas donner de l'iode parce que c'est un faible risque. Qui l'a opéré et après, qui a lu l'anapathe? C'est ça le problème. Est-ce que l'anapathe maintenant qui est faite un peu partout en Algérie, est-ce qu'elle répond à la TNM 2010, à la dernière édition? Est-ce qu'on nous donne tous les détails? Est-ce qu'on nous dit que il y a une effraction effectivement de la capsule thyroïdienne? Est-ce qu'il y a les emboles, il y en a combien? Il y a les ganglions qui sont atteints, il y en a combien? Est-ce qu'il y a une effraction de la capsule du ganglion? Ça, c'est déjà un facteur histopronostic. Tous ces petits détails-là sur un compte rendu à la patte est essentiel pour le médecin nucléaire que je suis aujourd'hui pour dire, aide le patient, effectivement, il doit bénéficier
d'une cure, ou bien celui-là, non, il n'y a pas besoin de lui donner de l'iode, c'est petit, c'est limité, ils ont fait une chirurgie totale, elle est bien faite, etc. Il n'y a pas lieu de lui. Mais il faudrait d'abord qu'on puisse en discuter, comme vous dites, docteur Bougam, en RCP. Alors, est-ce que là, qu'est-ce que c'est écrit? Est-ce que la TSH toujours inférieure à 0,1 après 3 mois? Alors, cette TSH freinée, on va la freiner. Quand on freine la TSH, qu'on met le patient en hyperthyroïdie, quelque part, on va la freiner. Ça veut dire qu'on va empêcher que les cellules se développent. En général, pour les faibles risques, dans l'année qui suit, on peut mettre la TSH dans les normes. Chez nous, on maintient un petit peu, on va dire, dans notre service, par exemple, on a pendant longtemps dit 5 ans. Dans les 5 ans, pour les risques intermédiaires, au moins, on garde une TSH freinée. Pour les risques élevés, oui, elle doit être inférieure à 0,1. Après, il faudra faire attention. Ça va dépendre des malades. Je ne peux pas mettre une vieille personne qui a des problèmes cardiaques, de l'ostéopore pendant longtemps, je vais la laisser inférieure à 0,1. Ça dépend des malades qui sont face à moi. Donc, c'est pour cela que nous avons des consultations, on voit les malades, est-ce qu'ils sont hypertendus, problèmes cardio-respiratoires, ils ont fait des AVC, etc. On ne va pas toujours maintenir une TSH freinée, mais en général, les premières années, on la freine. Alors, on continue. Ben, c'est tout. C'est tout ce que j'ai comme question, docteur Gougam. Alors, s'il vous plaît, est-il possible de donner 2 comprimés d'iode pour atteindre la dose requise? Okay. C'est pas des comprimés, hein. Attention, c'est pas 2 comprimés. C'est une gélule. Okay? C'est une gélule. Pour atteindre la dose requise, c'est-à-dire, vous voulez dire 50 millicuries, 50 millicuries? Oui. Si vous avez des gélules de 50 millicuries, 50-50, ça fait 100, oui, si c'est ce que vous voulez dire. Oui, oui. CHU-là, elle n'a pas votre 18. Oui, oui. C'est vrai. 50-50, mais en une fois. C'est pas bien de faire 50 fois, cette fois, dire aujourd'hui, dans 3 mois, 50. Il vaut mieux le faire le jour même, 50-50. Moi, je suis pour donner comme ça. Sinon, bon, ben, vous pouvez. Mais vous allez défreiner votre malade 2 fois. 2 fois, vous le mettez en hypothyroïdie. Attention, hein, mettre un patient en hypothyroïdie, c'est quelque chose de lourd. Ça lui demander d'arrêter son lévothyroxine pendant 4 semaines, il est en hypothyroïdie, fatigué, tout va être ralenti chez lui. C'est quelque chose de très difficile à supporter. Vous allez l'hospitaliser, c'est un coût. Donc, il vaut mieux le faire en une seule fois. Si vous êtes face à un patient en classe intermédiaire, donnez 100 millicuries en une seule fois et qu'on n'en parle pas. Pas fractionner comme ça. Profitez du prof, vraiment. Vous qui êtes dans le domaine, vous avez vécu une expérience, vous avez ça. Ce n'est pas une formation continue uniquement, c'est un partage d'expérience. Alors, ce que je préconise toujours, donc vous allez avoir face à vous des patients qui ont des goitres, alors des goitres nodulaires. Il ne faut pas trop vous inquiéter, mais il faut toujours aller vers une cytoponction. Donc, il y a des critères échographiques pour nous dire si ce nodule est suspect ou pas. Par exemple, des microcalcifications, l'écogénicité, comment est-ce qu'il est, donc ce nodule, etc. Tous ces petits débats vascularisés, etc. Donc, tout cela va faire l'objet d'une cytoponction. Si vous êtes, votre cytoponction, il y a donc, on appelle ça une classification Bethesda, 1, 2, 3, jusqu'à, donc vers 4, 5, vous êtes face à une suspicion d'un cancer. Là, vous faites attention à orienter le patient vers un chirurgien qui soit un peu référent dans le domaine de la thyroïde. Si pendant cette exploration, vous êtes face à un ganglion qui est suspect, vous allez préconiser un curage ganglionnaire. Il faut dire au chirurgien ORL ou général, lui dire, voilà, il faut faire le curage, enlever les ganglions. La chirurgie, c'est le traitement premier. C'est pas, faut pas compter sur l'iode ensuite. L'iode, il est là pour finaliser le travail du chirurgien, mais la chirurgie, c'est vraiment l'étape essentielle. Donc, c'est ça, c'est cette conduite à tenir au départ est essentielle. Donc, il faut faire attention à cela. Une fois que la chirurgie est faite, que vous orientez, ne pensez tout de suite à voir bien lire la NAPAT.
et vous l'orientez ensuite dans un service, un centre de médecine nucléaire pour demander avis. Y a-t-il lieu, oui ou non, de donner, de quand même être méthodique dans sa façon d'explorer les maladies. Voilà. Voilà. Non, sinon, pas de questions. Vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Alors, je partage avec plaisir ma présentation. Quelle est Et, la durée d'hospitalisation dans la chambre plombée? alors, donc, en général, nous, c'est 2 nuits. En tout, c'est 3 jours. Hein, le patient rentre. Est-ce qu'on dose l'activité avant la sortie? C'est-à-dire, en fait, on appelle cela un débit de dose. Il y a un appareillage qui va permettre de calculer la radioactivité qui émane du patient. Parce que vous savez, en médecine nucléaire, c'est le malade qui émet le rayonnement en millisieverts. Oui, en millisieverts. Donc, on va à peu près, donc, que ce soit inférieur à 20 millisieverts, on permet aux patients de sortir. Ce sont des appareillages, des détecteurs, si vous voulez, de radioactivité qui vont permettre de dire que le malade peut sortir. OK, donc il faut quand même, et on va bien sûr donner des recommandations à ce patient. On va lui dire surtout, notre hantise, c'est la femme en âge de procréer. Vous allez avoir des patientes qui ne voudront pas faire, donc nous, avant d'hospitaliser, on leur demande de faire un bêta-HCG, nous assurer si elles ne sont pas enceintes. Ils nous disent non, vous inquiétez pas, non, je fais très attention. Il faut exiger un test de grossesse et il faut insister pour que la patiente soit sous contraceptif pendant au moins 6 mois. Ce qui n'est pas toujours le cas. On se retrouve avec des femmes qui viennent après 3 mois de prise d'iode et on a peur et on peut pas comme ça préconiser donc d'arrêter une grossesse. Donc, c'est arrivé que des femmes tombent enceintes tout de suite après la prise d'iode et que bon, les enfants, il leur arrive rien du tout, mais c'est un risque. C'est un risque et donc on risque d'avoir des fausses couches, des grossesses arrêtées, etc. Parce que, n'oublions pas, l'iode 131 est éliminé donc par voie urinaire, la vessie tout proche de l'utérus et donc du bébé. Il faudra éviter quand même d'irradier inutilement un fœtus. Donc, il y a quand même beaucoup de recommandations et donc on insiste sur cela. À ce moment-là, on invite le malade à sortir. Aussi, on lui dit il faut quand même qu'il soit isolé, faut pas sortir, aller dans un bus, dans une salle de cinéma, je ne sais pas, dans un restaurant. Il faut quand même, si vous voulez, on donne des recommandations quand même assez strictes. On espère que les patients, bien sûr, adhèrent à nos conseils, à nos recommandations. Donc, inférieur à 20 millisieverts. Voilà. Voilà. Est-ce que vous leur donnez la communication? Vous pouvez la transférer si vous voulez. OK, Il y je a vais le faire. en bas sur le chat, il y a Voilà, je vois fichier. Oui, fichier. Voilà. Très bien, un ordinateur. Alors, OK. Alors, il faut que je la ferme avant de la. Je fais ça. Ventilateur. Alors, il y a une deuxième formation qui serait très intéressante ensuite pour la pédiatrie nucléaire. C'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur parce que comme il n'y a pas beaucoup de services de médecine nucléaire, effectivement, donc on mélange l'enfant et l'adulte, on les explore en même temps. Alors qu'un enfant devrait être exploré seul, dans un environnement seul. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et on fera, si vous voulez, dans un second temps, l'enfant, que ce soit pour les paramédicaux ou bien pour les médecins et
pour le sensibiliser à la pédiatrie nucléaire, Hmm. si ça vous intéresse, voilà. Je- J'aimerais bien savoir le profil des participants. Est-ce c'est des spécialistes ou est-ce que c'est des généralistes? Je n'ai pas, c'est dommage parce que j'ai pas eu le temps de dire bon, à mes résidents, mais nous, on fait régulièrement des présentations et donc, ils ont dû Mhm. certainement voir celle-là. Donc, nous, régulièrement, nous avons des formations continues dans le service. Mais Assistant ailleurs, ah endocrinologie voilà, il y a un assistant في endocrino. أسباب الواد. Ah, أم البواقي. d'accord. Ah, vous avez le bayad. Ah, Endocrine. marhaba, marhaba, marhaba. Donc, les endocrinos, nous travaillons de manière Très vraiment en étroite. coordination, oui, avec nos amis endocrinologues. Des fois, nous avons des patients chez qui on n'arrive pas à bien les freiner, malgré on leur donne des activités, des posologies élevées de lévothyroxine, on n'arrive pas à atteindre des TSH basses. Donc, on a des malabsorptions, on est des fois obligé de les mettre sous FT3. Mais il y a des situations comme ça où on fait appel à nos amis endocrinologues pour pouvoir suivre nos patients. On le fait, on le fait ensemble, on préfère faire ensemble. Pourquoi on continue à suivre les malades en médecine nucléaire après leur avoir donné de l'iode? Parce qu'on a peur de ces récidives et tout de suite, on pourrait les reprendre et leur administrer donc de nouvelles cures d'iode. C'est pour ça qu'on les garde encore chez nous. Donc, on le fait de manière concomitante, les deux. On les suit ensemble. Voilà. Est-il possible irathérapie pour métastase pulmonaire et TSH 0,4? Alors, les métastases pulmonaires doivent, bien sûr, ce sont vraiment les candidats à l'irathérapie, le poumon. Il répond très, très bien. La TSH doit être, je répète, on ne peut pas donner de l'iode si on n'a pas une TSH élevée. Il faut qu'elle soit supérieure à 30 au moment, hein, je dis bien au moment de donner de l'iode. Et ensuite, une fois qu'on aura donné, on peut se permettre de reprendre les posologies habituelles de l'évothyroxine. La TSH à 0,43 pour le suivi, vous pouvez. Oui, il faut la freiner après irathérapie. Il faut la freiner surtout pour les métastatiques. Oui, oui, il faut. Moi, pour des patients chez qui on ne peut pas trop freiner, qui ont des problèmes des comorbidités, je maintiens une TSH à 0,2 dans les normes basses au moins. D'accord? Au moins. Mais pour les métastatiques, il faut freiner la TSH. Et là, il faut. Merci à vous. Merci à vous. Vous Une n'avez patiente pas âgée de pu 33 mettre ans. la communication, vous n'avez pas pu l'envoyer? Ah, si. Ah, pardon, j'ai pas mis la petite flèche. Ah, aujourd'hui, Madame Gougan, pourtant, je suis لا راكي non, ça va, voilà. D'habitude, je suis forte sur le plan informatique. Je suis pas si novice. Alors, une مرحبا patiente âgée de صافي. 43 ans aux antécédents de cancer papillaire de la thyroïde diagnostiquée en 2008, bénéficiant d'une thyroïdectomie totale et de 4 séances d'irathérapie, puis le patient est perdu de vue. Et c'est notre problème. Alors, s'il a eu 4 séances d'irathérapie, ça veut dire que on était face à un patient classé haut risque. Perdu de vue, nous, on a ce problème des patients qui ne reviennent pas, mais qui finissent par revenir tôt ou tard. On se retrouve avec ils reviennent parce qu'à un moment ou un autre, ils ont des problèmes de santé, donc ils finissent par revenir vers vous. Elle est revenue en 2023, TSH freiné, TG anti-TG négatif en défrénation. Tant mieux, c'est parfait. Ça veut dire que les 4 cures d'iode ont été bénéfiques. Est-ce que le curage est obligatoire? Le curage ganglionnaire n'est pas obligatoire, mais quand même, il nous permet de donner une classification TNM. Grâce à ça, on a le N.
Nous, on aime bien quand même quand il y a le central au moins. Mais il n'est pas obligatoire et il n'augmente pas, il n'améliore pas la survie des patients. Plusieurs études ont montré cela. Donc, on peut ne pas faire le curage ganglionnaire. Par contre, on doit absolument le faire quand on a un ganglion qui est métastatique. Ça, oui. Alors, si elle a un micronodule pulmonaire apical, il faudra le surveiller ou bien tape négative, il faudra au moins surveiller ce micronodule pulmonaire. Vous savez, moi, comment je fais? Je reprends depuis le début tout l'historique. Je reprends depuis le début. Je reclasse la malade. Comment est-ce qu'elle a été opérée? Comment la napata a été faite? Quels sont tous les facteurs histopronostiques? Comment est-ce que je vais vraiment ma patiente, je la revois. Combien d'années sont écoulées? Comment est-ce elle est bien sur le plan respiratoire, EFR, etc. Je continue à surveiller ce micronodule pulmonaire. Dans l'année qui suit, je refais un autre scanner. Si je vois qu'il est là, il est resté le même. Il n'y a pas plus que ça. J'ai pas un taux de TG détectable sous traitement. Je continue à le surveiller. Si je doute, je lui donne une cure d'iode. Comme ça, je suis sûre. Voilà. Moi, je pense qu'elle est bien, elle est en rémission, cette patiente. Mais il faut la discuter. Je vous invite à prendre mon adresse email si vous voulez et on peut en discuter avec grand plaisir. Alors, je vais vous l'écrire pour ceux qui... Alors, amel@hotmail.com. Alors, je vous invite à m'écrire, vous avez besoin d'avis ou quoi que ce soit. C'est avec grand plaisir que je partage avec vous ce que je sais, mon savoir. Limité toujours. Modestie. Ah, vous savez, on apprend tous les jours, tous les Ah jours. oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. J'aurais aimé qu'il y ait d'autres spécialistes qu'endocrino. On peut la refaire, vous savez. Je serais très, très contente. On sera plus à l'aise, ça sera le matin. Oui, oui, avec grand plaisir. Moi, je serais très contente de la refaire. Si on Inch'Allah. fait une thyroïdectomie totale sans curage et après la nappate revient en faveur d'un cancer, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben, il faudra, je reprends. Une écho a été fait. Il faut toujours reprendre ce que j'avais donné comme les facteurs histopronostiques, toujours les reprendre. Si vous êtes face à un cancer thyroïdien faible risque, vous inquiétez pas. Intermédiaire ou élevé, il faudra donc envisager de donner des cures d'iode. Voilà. Une écho a été faite juste avant. Et alors, l'échographie, elle montre quoi? Revenant en faveur d'une aide. Ah là, moi, je vous conseille de faire un curage avant de donner de l'iode. Vous réadressez. Alors, c'est cela notre problème. Lorsqu'on fait une chirurgie et qu'après la chirurgie, on est face à des adénopathies métastatiques, quand on renvoie au chirurgien, il ne veut pas opérer. C'est ça notre problème, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait faire un curage ganglionnaire. Par contre, les ORL sont un petit peu plus euh, performants et vous pouvez donc adresser à des référents, parce que vous savez, des fois, les chirurgiens ils vous disent, moi, je ne l'ai pas touché, je ne connais pas ce coup, c'est pas moi qui l'ai opéré la première fois, c'est pas à moi de reprendre le travail. Mais en général, dans des CHU, on reprend ces malades. Au moins, tout au moins, enlever l'adénopathie métastatique et l'adresser par la suite à une cure d'iode. N'attendez pas à ce que l'iode puisse régler les problèmes comme ça seul. Il faut d'abord que la chirurgie soit faite de manière parfaite. Et ensuite, on continue par l'iode. Voilà. Quel type de cancer? Toujours, on parle des différenciés. Il faut reprendre le patient pour un curage ganglionnaire. Pourquoi elle ne peut pas disparaître? Parce que les adénopathies, c'est pas comme le tissu thyroïdien. C'est un peu adénopathie un peu particulier. Ça peut disparaître avec le iode 131, mais il n'y a pas mieux que la chirurgie. Nous, toujours, on conseille ça. D'abord, cela, de faire un curage et de compléter par lui. Elle est métastatique, il doit l'enlever. Oui, il faut le reprendre. Il est trop difficile de le faire, ben, il y a des chirurgiens qui le font.
Si vous avez réussi, une adénopathie, c'est supérieur à 1 centimètre. Donc, elle est assez grosse. Si vous avez réussi à la cytoponctionner, ça veut dire que le chirurgien, il sera capable d'aller l'enlever. Il va être guidé par l'échographie. Et vu les adhérences, si vraiment il peut pas, nous, on donnera de l'iode. Je vous dis, l'idéal, c'est de faire la chirurgie, ensuite l'iode. Si vraiment elle est inopérable, après avoir demandé à un chirurgien référent, je répète, il n'y a pas de problème, on pourra, si le référent il dit non, à ce moment-là, on donnera de l'iode sans l'opérer. Merci à vous. Tout à fait, Madame Benamar, tout à fait. Vous avez encore des questions? Je suis là. Je pense qu'on va arrêter ici. On va Très vous bien. libérer, professeur. Merci. Euh, Appelez-moi. Je vous appelle de suite. Merci. Au Allez, revoir. Merci au beaucoup. revoir. Merci à tous. Merci à Merci. vous. Au revoir. Au revoir, au revoir mes confrères.